Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec Métropole. Voici les titres à la une de ce lundi 20 octobre 2025. Les bandits multiplient les attaques dans plusieurs régions du pays. Alors que dans l'Artibonite, le gang de Savien tue, pille et incendie maisons et plantations des habitants. De la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les terroristes ont attaqué de nouveau plusieurs quartiers du centre-ville. Le coordonnateur du CPT exhorte le Conseil électoral provisoire de proposer rapidement un calendrier électoral clair lors de la commémoration du 219e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jacques Ier. Laurent Saint-Cyr a appelé tous les acteurs de la vie nationale à s'engager dans le processus électoral pour lequel le gouvernement prévoit une enveloppe de 65 millions de dollars. Également à la une de ce lundi, le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, apporte des précisions sur le déroulement du programme d'appui à la rentrée scolaire qui cible 3 catégories de bénéficiaires. À ce jour, plus de 153 000 parents ont déjà bénéficié de cet accompagnement à travers des transferts monétaires sur un total de 200 000 personnes sélectionnées dans cette catégorie, selon le directeur général du FAES. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, la situation sécuritaire demeure explosive dans plusieurs régions du pays. Dans le centre, comme dans l'Artibonite, les gangs poursuivent leurs exactions, commettant des actes terroristes et incendiant églises, maisons et plantations paysannes. Parallèlement, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, certains quartiers ayant connu un léger répit redeviennent les cibles privilégiées du groupe armé Vivre Ensemble. Plusieurs attaques ont été signalées au cours du week-end et dans la matinée de ce lundi. Alors que la situation s'aggrave, les autorités restent silencieuses quant à un éventuel rétablissement de l'ordre dans ces zones. Dans le même temps, les autorités américaines annoncent que la force de répression des gangs est désormais opérationnelle. Toutefois, la réalité sur le terrain montre un manque d'action concrète pour inverser la tendance. L'ancien militaire Ashley Larac est avec nous ce soir sur le plateau pour livrer son analyse d'une situation qui ne cesse de se détériorer. Monsieur Larac, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Dans l'Artibonite, dans l'Ouest, la situation est toujours difficile, on va dire. Malgré la transformation de la mission multinationale en une force de répression des gangs, les résultats aujourd'hui ne sont pas encore là. Lorsque vous voyez ce tableau sécuritaire, d'ailleurs on en parle tellement ici à Métro News, notamment avec vous, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Bon, ma perception à moi de la chose, de la transformation du MSS en force de répression, et j'ai noté 2 choses. La convention, du moins la résolution de l'ONU n'a pas parlé de terroristes. Ils ont parlé de gangs. Alors qu'avant, ils avançaient que les Haïtiens, les gangs étaient les terroristes. Donc c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Ensuite, je peux tirer une seule conclusion. Et, puisque nous avons vu des soldats kenyans mourir, enfin, perdre leur vie à cause, durant certaines opérations, du matériel perdu aussi, nous pouvons imaginer très simplement que la force kenyane s'est dit, écoutez, compte tenu que la police nationale n'a pas nettoyé ses écuries, puisque nous savons que 80% de la police est pourrie, et presque à la solde des gangs, et ceci a été démontré par plusieurs choses d'ailleurs, et compte tenu que ce fait met en danger les soldats kenyans eux-mêmes, ils ont probablement sollicité, avec preuve à l'appui, qu'une mission menée conjointement avec la police nationale est une mission suicidaire. Parce qu'ils vont payer le pot cassé des policiers qui sont déjà corrompus et qui avertissent les gangs. Nous avons vu plusieurs blindés livrés, pas interceptés par les gangs. Ils ont été livrés, vraisemblablement. Donc, il est normal que la force internationale, pour ne pas continuer à perdre ses soldats,
demande une certaine autonomie d'action. Donc, je m'attendais à ce genre de choses pour qu'ils puissent avoir des résultats. Parce que continuer à travailler de concert avec la police nationale sur un terrain et subir les mêmes pièges qui sont tendus à cette même police par les policiers eux-mêmes ou leurs alliés, c'est ridicule pour cette force. Vous avez effectivement soulevé le fait que cette force veulent travailler avec leur autonomie. Par contre, dans un communiqué paru récemment, il y a la force de répression des gangs qui, selon ce communiqué, commence déjà à travailler notamment conjointement avec la PNH et les FADH. Elle dit conjointement, mais la résolution est claire. Elles sont indépendantes de décisions. Elles peuvent prendre des décisions sur le terrain indépendamment de la police nationale. Elles ont leur autorité d'action. C'est ce qui est clair. C'est ce qui, d'autre part, est dangereux pour nous aussi si nous n'établissons pas une feuille de route. Et c'est ce qui a été demandé au gouvernement ici. Il est normal que les forces étrangères qui sont impliquées sur la situation haïtienne aujourd'hui, telles qu'elles se présentent, avec les dangers et dont certains policiers eux-mêmes sont responsables, ne veulent pas travailler de concert avec la police. Ils se disent, laissez-moi agir seul, je pourrai faire le travail. Donc c'est une réaction normale. Elle est dangereuse pour nous en tant que pays, puisque les membres, le gouvernement haïtien n'a pas encore de feuille de route et de plan stratégique correct. Donc c'est une décision mitigée par le citoyen que je suis. Et en tant que porte-parole de l'association militaire, je comprends la réaction internationale, je ne comprends pas celle de mes autorités, parce qu'il faudrait qu'il y ait une feuille de route. Et jusqu'à présent, nous ne voyons pas d'effort à avoir cette feuille de route pour leur donner les règles d'engagement que nous acceptons ici. Et vous croyez qu'aujourd'hui, avec cette transformation de la mission multinationale, une force de répression des gangs, certes, il y a des avantages, des inconvénients, on va dire, mais est-ce qu'on va aller vers des résultats plus concrets, c'est-à-dire au moins commencer à rétablir la situation sécuritaire? Écoutez, nous allons voir très rapidement s'ils ont leur autonomie d'action, ce qu'ils vont pouvoir faire. Et il n'est que d'attendre. Je ne peux pas préjuger du résultat, ne sachant pas quels sont leurs objectifs réels, puisque nous savons que dans le bassin de la Caraïbe, là maintenant, les États-Unis qui sont actuellement les premiers donateurs, ont des intérêts très particuliers, surtout que le Venezuela est une menace pour eux. Les Chinois, ils sont en train de prendre possession de beaucoup de pays de la Caraïbe en termes économiques. Donc ils ont une menace certaine dans le bassin de la Caraïbe. Donc leur intérêt géopolitique est probablement d'avoir une station avec des alliés dans le bassin de la Caraïbe. Donc Haïti serait l'espace idéal pour eux. Donc, compte tenu que leurs objectifs, nous ne les connaissons pas vraiment, nous ne savons pas quelles seraient les méthodes appliquées et quel est le résultat qu'ils veulent obtenir. Est-ce qu'ils veulent effrayer les gangs pour qu'ils retournent dans leur bastion et attendent qu'ils repartent? Est-ce qu'ils vont effectivement faire un nettoyage complet? Et nous ne pouvons pas préjuger de ce qu'ils vont faire. Nous espérons seulement que ce soit fait avec la collaboration, la coopération, bien sinon sous la supervision de responsables militaires et policiers. Et aujourd'hui, les exactions que commettent davantage les gangs, est-ce que vous croyez que c'est une manière pour eux de dire que, nous n'avons pas peur de la force de répression des gangs, nous continuons nos exactions librement au vu et au su de tout le monde? Écoutez, la situation d'insécurité favorise beaucoup de monde dans un secteur que nous ne connaissons pas. Les trafiquants de drogue, très certainement. Le nouveau commerce de trafic d'armes et de munitions, très certainement. Et toutes sortes d'autres trafics de biens, meubles et immeubles, parce qu'on ne peut plus réclamer des propriétés qui ont été volées. Il n'y a aucun moyen de faire des poursuites judiciaires, de faire des constats ou des choses comme ça.
les jugements n'ont pas lieu, puisqu'il y a impossibilité pour la justice de fonctionner. Donc ça favorise énormément un secteur délinquant. Donc les intérêts étant multiples, tout ce groupe d'intérêts, quel que soit l'objectif de leurs intérêts, enfin leur champ d'intérêt, vont accentuer les prises de possession pour rendre plus difficile le déménagement des gangs de certains bastions. C'est-à-dire, plus ils prennent de territoire là maintenant, plus ça va prendre du temps pour les déloger. En effet. Et c'est une logique que je trouve être implacable, mais simple. Mais aujourd'hui, à l'approche aussi de la date du 7 février 2026, d'ailleurs date à laquelle que le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement devrait remettre le pouvoir à des élus. Et entre-temps, on parle quand même d'élections. Certes, le référendum constitutionnel n'aura plus lieu, mais les élections se maintiennent selon les autorités. Est-ce que dans ce contexte, vous voyez la réalisation des élections? Écoutez, moi j'ai toujours été pour la réalisation des élections. Je ne pense pas qu'on devrait continuer à pénaliser les collectivités qui n'ont aucun problème à cause de l'Ouest et de l'Artibonite. Je pense que c'est une logique très simple. Le problème du CPT là maintenant, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc il n'y a aucune balance dans la gouvernance. Il y a un CPT qui décide de tout avec l'international, il n'y a aucun contre-pouvoir haïtien. Si nous voulons avoir un contre-pouvoir, parce que de toute manière, nous allons avoir un autre système provisoire. De toute manière. Donc, ce provisoire qui va s'installer bientôt, quel contre-pouvoir nous allons avoir en face? Alors que, si des élections étaient effectuées dans les collectivités où il n'y avait pas de problème, même s'il s'agit de consensus politique admettant qu'il y ait la moitié de quantité de députés qui devraient être élus, ensuite les magistrats, sans les hauts cartels, enfin le magistrat simple, des AZEC, des CAZEC, des délégués de ville, nous aurions pu former un contre-pouvoir légitime. De plus, vous savez que traditionnellement, les pouvoirs locaux, le vote concernant les pouvoirs locaux est toujours influencé par les acteurs de la présidence. Puisque ce sont les gens qui sont plus proches de la présidence qui seront votés dans les collectivités. Alors que si nous avions d'abord les collectivités de voter, ils auraient influencé dans le sens contraire. Nous aurions eu une présidence plus légitime avec des votes et des gouvernances locales qui seraient porteuses de certains modernismes et très certainement de ce que nous prônons depuis longtemps et en fait un agenda différent de la politique, une décentralisation réelle. C'est donc sur ces mots que nous mettons fin à cette interview. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Merci. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'ancien militaire, également porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti, Ashley Larac. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Des habitants de Turgeau, de Paco et des zones avoisinantes dénoncent une détérioration systématique du climat sécuritaire dans leur région. Les exactions des gangs ont paralysé les activités, soulignent plusieurs riverains rencontrés sur place. Ils disent craindre une avancée des individus armés dans leur quartier et appellent les autorités à prendre des mesures significatives pour rétablir la sécurité. Suivez ce reportage de Riti Fortuné et de Guitry Choisy. À Turgeau et dans ses environs, un climat précaire s'instaure chaque jour davantage. Entre la menace persistante des gangs et la présence policière qui s'avère insuffisante, des habitants de ce quartier vivent la peur au ventre au quotidien. Ce début de semaine a été une fois de plus marqué par d'intenses échanges de tirs au bas de la ville, suscitant la panique parmi les habitants. C'est sous stress, oui. J'ai arrêté, depuis que j'ai tiré un côté comme ça, obligé d'arrêter, on cherche un côté où fixer. Pas de vie, monsieur. Pas de vie, on ne peut pas vivre dans des conditions pareilles. Pour dégager, pour voir qui ça pour faire, pour nous sécurité. C'est ça seulement, une commande. Depuis nous avons nous sécurité, nous ne pouvons pas demander plus que ça, non? Plongés dans la peur et la détresse,
La population dénonce l'inaction des autorités alors que les bandits les menacent constamment. Si à Turgeau les activités tendaient à reprendre, tout a changé depuis que les bandits ont recommencé à montrer des signes d'activité. Mère de plusieurs enfants, Laura ne cache pas sa frustration. Attention, nous est là. Tirer, nous tendez, tirer. C'est ramasser, notre ramassé pour nous entrer. Et ça arrive souvent pendant nous là. Depuis semaine, nous n'a pas passé par là. Même là, ouais, si le canapé va fermer là, il s'est passé avec eux. Ma reboute ça que me mettre sur tête, me prendre la pied. Même là, il y a 100 gouttes là pour payer moto, m'obliger pour la pied, pas de route. On connaît la misère, ça nous est. Une réalité qui ne varie pas d'un riverain à l'autre. Tous disent craindre le pire si rien n'est fait pour arrêter la progression des bandits. Là, gang yo avance puis devant là. Qui ça pour faire? Premier bail pour faire son chat pour ta mettre là, yon derrière là. De pour pas faire la tout pour nous ici à la dérive. Vous comprenez? Pour ici à ça gain là, c'est bail terrible. Chaque fois, ou ton est comme si m'dadou gon combinaison. Non toujours parce que chaque fois au bon petit l'école là pas de ouvert pas de ça. Pour l'ouvert, voyez-vous, bon problème qu'a fait ça parce que les pas de l'école ou senti là été posé. Pour l'école là ouvert, c'est à coucher. Mon cher, ça moi là, dernier bail moi c'est démission de l'État. D'abord, premier bail me CPTA même. Dans un élan de résistance, la brigade de Canapé Vert a protesté contre l'inaction des autorités en bloquant notamment tous les accès à cette zone. Il y a peu, Médecins sans frontières a annoncé la fermeture définitive de son centre de Turgeau en raison de l'insécurité qui y fait rage dans son périmètre immédiat. Des signes inquiétants. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé le vendredi 17 octobre pour 1 an l'embargo sur les armes et équipements militaires à destination d'Haïti, sauf exception. En 2022, pour tenter de freiner l'escalade de la violence des gangs qui ravagent le pays, le Conseil avait mis en place un régime de sanctions incluant un embargo ciblé sur les armes, renforcé ensuite pour interdire tous les transferts d'armement vers Haïti, embargo qui exclut toutefois les forces de l'ordre haïtiennes et la mission internationale, soulignant son inquiétude quant à l'impact du trafic d'armes à destination des gangs. Le Conseil a prolongé vendredi cet embargo d'1 an dans une résolution adoptée à l'unanimité. Autre dossier, le parti politique Zancet Haïti rejette catégoriquement toute possibilité d'élaboration d'un nouveau calendrier électoral conduisant à la tenue de prochaines élections dans le pays, selon son président Lucnas Etienne. Ce dernier estime que le contexte actuel n'est pas favorable à l'organisation de joutes électorales. Cependant, les membres du parti se disent ouverts à un accord politique visant à éviter un vide constitutionnel et institutionnel après le 7 février 2026. Le dialogue, précise Lucnas Etienne, peut s'engager avec le Conseil présidentiel de transition en vue de gérer la période post-7 février, mais sans la participation de l'un des conseillers actuels dans le nouvel accord. Un reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Le Conseil électoral provisoire poursuit sa mission malgré les voix qui s'élèvent pour dénoncer la tenue des élections. À moins de 4 mois, des partis politiques anticipent déjà la mise en place d'un nouveau calendrier électoral et ne cachent pas leur position, selon Lucnas Etienne, président de la structure dénommée Zancet Haïti. Nous rejetons d'un revers de main ce calendrier électoral parce que le moment n'est pas propice. Comment vous imaginez? Et un monde qui a tout le temps pour être capable de faire élection, il n'a pas fait, il a déjà passé soit 18 mois, et puis c'est pendant qu'il arrivé, il aurait été à peine 3 mois, c'est là ça il dit qu'il va faire élection. Nous, son bluff. Le Conseil présidentiel de transition n'a pas respecté les prescrits de l'accord du 3 avril, martèle le président. Le parti n'écarte pas la possibilité de dialoguer avec les conseillers présidents, mais aucune chance pour que l'un d'eux fasse partie du nouvel accord politique qui permettrait de trouver une solution pour l'après-7 février 2026. C'est pour qu'un dialogue soit fait pour permettre que nous ne pas tomber dans un vide. Non, là nous arrivons dans 7 février. Nous sommes d'accord pour un accord politique, mais pas avec le Conseil présidentiel de transition. Les prochaines joutes électorales font débat sur la scène politique. Dans moins de 4 mois,
Est-il encore possible d'organiser les élections? Le parti Ancêtre Haïti a déjà exprimé sa position sur la question. Rappelons tout simplement que le référendum n'est plus à l'ordre du jour. Comme annoncé en titre, le Conseil présidentiel de transition a commémoré le vendredi 17 octobre le 219e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jacques Ier, père fondateur de la nation haïtienne. Une cérémonie officielle s'est tenue sous la présidence de Laurent Saint-Cyr, en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, de hauts responsables civils et militaires, ainsi que de représentants du pouvoir judiciaire. Dans son discours, le président du CPT a rendu hommage à Dessalines, symbole de liberté et de dignité, tout en appelant le peuple haïtien à rester uni et résilient face aux défis actuels. Il a également salué la mémoire des membres des forces de l'ordre tombés pour la sécurité nationale et souligné que la stabilité du pays demeure essentielle à la tenue d'élections libres et crédibles. Le coordonnateur du CPT exhorte le Conseil électoral provisoire de proposer rapidement un calendrier électoral clair. Laurent Saint-Cyr a appelé tous les acteurs de la vie nationale à s'engager dans le processus électoral pour lequel le gouvernement prévoit une enveloppe de 65 millions de dollars. Laurent Saint-Cyr a enfin réaffirmé son appel au dialogue entre les acteurs nationaux, estimant que le temps des divisions est révolu et que seule l'unité permettra de répondre aux aspirations du peuple. L'histoire pays d'Haïti rappelle-nous chaque jour que liberté, la justice, sécurité et la paix pas de prix. Les ancêtres nous te fait un pile sacrifice pour nous être capables de vivre libre dans la paix et dans la dignité sous bout de terre. Mais aujourd'hui, nouveau l'ennemi levé. Yo menacé toutes ces ancêtres nous te bâti avec force poignette yo. Yo voulait faire nous perdre fondal natal peuple haïtien. Jodi nous pas gen droit faire bac devant menace ça yo. Même Jean ak général Jean-Jacques Dessalines, nous doit gen un pile courage, volonté et détermination pour nous couper bandits sans foi ni loi cap si mais la troublai dans pays. Pour refermer la page nationale de Métro News, le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, a apporté des précisions sur le déroulement du programme d'appui à la rentrée scolaire qui cible 3 catégories de bénéficiaires. À ce jour, plus de 153 000 parents ont déjà bénéficié de cet accompagnement à travers des transferts monétaires sur un total de 200 000 personnes sélectionnées dans cette catégorie, selon le directeur général du FAES. Serge Gabriel Collin souligne toutefois que les 2 autres catégories de bénéficiaires, à savoir les ménages vulnérables et les ouvriers du textile, n'ont pas encore été touchés par ce programme. Un compte-rendu de Gerbijan et de Claude Désir. Il était question pour le directeur général du FAES de faire le point sur ce programme lancé en début du mois d'octobre, visant l'accompagnement des catégories les plus vulnérables dans le contexte de la rentrée des classes. L'opérationnalisation de ce processus a débuté avec la catégorie des parents aux responsables d'élèves. À date, plus de 2 tiers d'entre eux ont déjà reçu leur accompagnement, précise Serge Collin. FAES a une responsabilité pour gérer le portefeuille projet. FAES a une responsabilité dans le cadre de ça pour passer contrat, c'est ça qui fait, avec prestataires services qui c'est Digicel à travers mon cash, Natcom à travers Natcash. FAES a pour responsabilité pour lui assurer que toute information financière est correcte. Correcte dans le sens, un bénéficiaire, un numéro, un bénéficiaire, un transfert. Ces mots d'ordre-là. En effet, ces bénéficiaires ont reçu des transferts monétaires après avoir été identifiés sur les bases de données du ministère de l'Éducation nationale, rappelle le directeur du FAES. Serge Collin a profité de l'occasion pour donner des informations concernant les autres catégories concernées par ce programme. 102 620 bénéficiaires d'un côté pour Natcom, 50 670 de l'autre côté pour Digicel, ça bat au total 153 290 bénéficiaires qui à date joignent 15 000 gouttes sur téléphone. Cible qui c'est 200 000 ans, n'a travail pour nous atteindre. L'autre groupe vulnérable qui t'a dû joindre aide l'État à l'occasion de rentrer des classes a servi
ou n'a desservi yo dans meilleur délai. Nous demandons prendre patience. Cet accompagnement visant les parents d'élèves, les ménages vulnérables et les ouvriers du textile visait au départ près de 286 000 bénéficiaires, un chiffre qui a été revu à la hausse selon les informations disponibles, ce qui pourrait contraindre les responsables à reconsidérer le montant individuel prévu pour chaque catégorie concernée. Cette édition de Métro News touche à sa fin. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Les bandits multiplient les attaques dans plusieurs régions du pays. Alors que dans l'Artibonite, le gang de Savien tue, pille et incendie maisons et plantations des habitants. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les terroristes ont attaqué de nouveau plusieurs quartiers du centre-ville. Le coordonnateur du CPT exhorte le Conseil électoral provisoire de proposer rapidement un calendrier électoral clair lors de la commémoration du 219e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jacques Ier. Laurent Saint-Cyr a appelé tous les acteurs de la vie nationale à s'engager dans le processus électoral pour lequel le gouvernement prévoit une enveloppe de 65 millions de dollars. Le Fonds d'assistance économique et sociale apporte des précisions sur le déroulement du programme d'appui à la rentrée scolaire qui cible 3 catégories de bénéficiaires. À ce jour, plus de 153 000 parents ont déjà bénéficié de cet accompagnement à travers des transferts monétaires sur un total de 200 000 personnes sélectionnées dans cette catégorie, selon le directeur général du FAES. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Bonsoir.